si vous promenez dans le Vieux-Québec ou dans le Vieux-Montréal, vous allez voir un tas de monuments. Ce soir, j'en ai un à TVA. Il est en face de moi. Il se dresse telle une colonne. Gilles Proulx qui célèbre aujourd'hui même ses 50 ans de radio et de télé. Alors, on s'est dit qu'il faut l'inviter pour parler à ce monument. Un monument qui parle. Gilles Proulx, bonsoir. Ça s'émiette, un monument avec le temps. Bonsoir, mon cher Denis. En forme, quand même? Très bien. Puis là, j'ai hâte de lire le livre d'Antonio Bandeira, là, qui dit que tu manges des céleris, tu peux cramper. Oui, ça s'appelle, j'ai pas osé dire, ça s'appelle Manger mieux, bander mieux. Ah bon? Cool. Alors, ça devrait intéresser je peux vous en donner une copie. La moitié de la population. Voulez-vous une copie? Oui, peut-être. Vous mangez bien les pommes. Alors, parlez-moi de cette carrière-là, 50 ans. Vous faites quelque chose en vous levant? Avez-vous eu un gâteau d'anniversaire aujourd'hui? C'est important pour vous? Oui, c'est sûr que c'est un beau souvenir. C'est le téléphone qui a sonné énormément à cause du Journal de Montréal qui, ce matin, m'a beurré élégamment. Et c'était ce matin-là, le 5 octobre 62. J'arrivais d'une petite formation avec José Ledoux, qui avait une école de théâtre à Verdun, qui était reporter à CKVL. Henri Norbert, qui était un comédien classique, m'avait donné une formation de base. Et puis, c'est Montmagny qui m'avait engagé. Après avoir fait une tournée, je suis allé dans ton patelin, à CGMT, chez Chicoutimi. Je bafouillais mes tests. Mais Montmagny m'avait envoyé, grâce à M. Poitras et M. Deschênes, j'oublierai pas le nom de ces deux messieurs-là qui m'avaient donné une première chance. En lisant le premier bulletin, donc ce matin, 5 octobre, j'avais bafouillé 4 minutes sur 5. J'avais pas l'assurance que je peux avoir aujourd'hui. Et ça portait sur une possible guerre nucléaire. On avait peur, l'Occident avait peur, parce que les Soviets installés avaient tassé Fidel Castro, qu'ils avaient invité pour avoir de l'aide avec du pétrole puis du blé. Mais une fois installés là, ils disaient maintenant, nous autres, on va rééquilibrer l'hégémonie américaine. Ce qu'on a appelé la crise des missiles. Voilà. Et le 22 octobre, bien là, ça va se dénouer parce que les bateaux soviétiques vont sortir. Mais on a vraiment réellement cru pendant quelques instants que la fin du monde était possible, parce que Kennedy disait, si vous n'enlevez pas vos missiles, j'appuie sur le bouton, puis... Puis eux autres, il y avait quand même des fusées qui étaient dardées sur une quarantaine de villes des États-Unis. Alors, nous autres, à côté, ici, on envoyait des conséquences et des effets. Avez-vous eu peur? Est-ce que le monde a eu peur? Parce que moi, jeune à l'école primaire, je sais qu'on parlait de ça, là, comme c'était la fin du monde, mais... Ah, non, je vous comprends. Et puis, c'est évident qu'on avait une certaine inquiétude, parce que on a beau dire le Canada est mieux équipé, etc., mais peut-être l'effet surprise. Et pour qu'il aille à la télé à tous les 2 soirs, jusqu'au 22 octobre, qui emprunte les ondes des grands réseaux, il y avait une gravité. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait, si vous ne retirez pas... Nous allons retirer, vous faites mieux de vous retirer, vous n'avez pas d'affaire à être là, vous menacez la démocratie à 100 000 ou 90 000 $. Je me rappelle, j'étais allé un an avant à Miami, puis je voyais des panneaux réclames, des têtes de morts avec un poignard dans la bouche, puis disait There's a communist country at 90 miles from here. Alors, il nous faisait peur, le pays communiste l'autre bord, et surtout que les Soviets étaient là. Mais les plus jeunes ne comprennent pas ça. J'essaie d'expliquer ça à mes filles, puis les deux blocs, l'idéologie, comprendre qu'il y avait un rideau de fer, c'est difficile à comprendre. C'est de l'abstrait pour eux autres, puis ils sont passés dans l'ère de divertissement, si je dis bien, et 62 cette année. Parallèlement à ça, bon, qu'est-ce qu'il y avait? On découvrait les Beatles, qui plus tard vont aller déclasser, Elvis Presley, Michel Louvain qui tournait à la télé, commence à être une vedette montante, Marc Gélina, je me souviens de tous ces noms. J'étais disc jockey au début. Je suis lecteur de nouvelles, lecteur de commerciaux. Et vous présentiez des chansons? Oui, j'ai été disc jockey, moi, jusqu'à l'Expo 67. C'est l'Expo qui va changer ma carrière, dans le fond. Alors, comment vous présentiez ça, un hit de Michel Louvain, là? Ah, il fallait dire des choses charmantes. Mais c'est ce que vous parliez en annonceur de radio? Oui. Un annonceur. Comment vous parliez? Eh bien, cette fois, nous avons nul autre, la coqueluche de ces dames, mesdames et messieurs, la nouvelle coqueluche, Michel Louvain, qui actuellement chante Louise, sûrement pour rappeler qu'il a eu un chagrin d'amour avec Louise. Bon, on enchaînait. On nous faisait pas quand même comme des comptables où on donnait le numéro de la position de palmarès. Aujourd'hui, c'est parle le moins possible, donne la météo. Alors que dans ce temps-là, le disc jockey élaborait. Mais être disc jockey, c'est comme manger du chocolat. Peut-être bon 1 heure, mais 8 heures par jour. Alors, je me suis tanné. Mais arrive, parce que je me promène, je m'en vais à Matane, après ça à Sept-Îles, à Québec, on faisait notre école. On rentre à Montréal, à CKLM. Arrive l'Expo, et là, Guy Darcy m'offre
de quitter le métier de disc jockey. Aimerais-tu ça couvrir, devenir reporter, couvrir la visite des chefs d'État? C'était un job extraordinaire. À tous les jours, il y avait des grands. Élie Sélassié, je te conte une anecdote bien vite. L'empereur. Le Négus, oui, l'empereur, qui était haut de même avec ses médailles, qui s'était battu contre les Italiens avec des tire-poids pour les sortir durant la L'empereur guerre. éthiopien. Oui, et le fils le descendant de Ménélique. Ménélique, qui est un enfant de Salomon, et la reine de Saba, tu vois qu'on se loin dans l'histoire. Et il arrive à l'expo, il veut voir son pavillon. Nous autres, on suivait ces chefs-là, on tendait le micro, on était 10, 12 autour, on essayait d'arracher des informations. Il arrive à son pavillon, qui était très beau d'ailleurs. Il y avait une lignée longue comme en Chine. Puis là, il passe devant tout le monde avec ses chiens dressés. Il y avait des bouts dalmatiens, je sais pas trop. Il veut passer devant tout le monde pour rentrer dans son pavillon. Puis il y avait un gros Québécois gardien avec le cure-dent des deux dentiers. Hey, toi là, le bouffon, il dit, mets-toi en ligne comme tout le monde. Ben, l'empereur! Ah! Hey, l'empereur! Il y avait le maire de la plaque, qui était M. Jasmin, le relationniste. Il n'en revenait pas. Le lendemain, il était affecté à la ronde. Alors, des anecdotes de même. Puis après ça, ça a été De Gaulle, ça a été Lyndon Johnson, ça a été Robert Kennedy, ça a été Grace Kelly, le prince Régnier. Tout ce monde-là, ça fait que je m'intéresse aux affaires. Mais est-ce que vous leur avez parlé ou juste recueilli? Oh, des fois, on recueillait. Que pensez-vous de Montréal? On avait un petit bout. Il y avait des gardes du corps. Tout. De Gaulle, j'avais réussi à lui donner la main. C'était pas des farces au lendemain du Québec libre. On avait tellement vibré. Puis c'était probablement le personnage le plus de stature physique et politique. Étiez-vous là au moment où il a prononcé oui, du haut du... Oui, j'étais au pied de l'escalier. Oui, l'hôtel de ville, j'étais là. Il y avait 12 000 personnes. Et je vais vous livrer un secret. Je me sens comme au soir de la Libération à l'hôtel de ville en 1944. Alors, il répétait la même chose après ça, bon, son Québec. Vive le Québec! Libre. Vive le Et là, Québec! j'ai vu les gueules. Libre! C'est un peu Là, le j'ai temps, vu les là. visages là, tomber, s'allonger, le maire drapeau. Parce que j'étais allé sous le chapiteau. En arrière de l'hôtel de ville, il y a ce grand chapiteau-là, la galerie qui donne sur la rue Saint-Antoine maintenant. Et c'était tellement drôle de voir tous ces penseurs, les élites politiques. Puis je me rappelle, il avait lancé, puis j'avais capté. Si vous voulez, je expliquerai pourquoi à Ottawa même. Finalement, la critique avait été telle qu'il dit... Il est obligé de retourner chez lui. À Ottawa, il a voulait pas le voir. décidé. Il était encore invité, mais il a décidé de revirer de bord. Quand on a vu aussi la Gazette hurler, puis tous les politiciens à crier au tonnerre. Est-ce que depuis ce temps-là, vous qui êtes très nationaliste, est-ce que cette idée-là a avancé? Parce que il était en avance sur l'idée, parce que le Parti souverainiste en était à ses premiers balbutiements. Ça a avancé depuis ce temps-là? René Lévesque n'avait même pas démissionné. René Lévesque et Yves Michaud étaient là, puis ils n'étaient pas d'accord. Moi, dans ses mémoires, il dit, écoute, je suis tombé sur le derrière quand j'ai entendu ça. Là. Il va arriver à l'automne 68. Je le cite, là, à peu près. Là, oui. Sur le derrière, peut-être. Automne 67, bon, il crée le MSA, et puis là, on est en juillet quand même, et il va... oui, moi, j'étais très nationaliste. Il y avait le RIN, il y avait Pierre Bourgault, qui était le plus grand orateur de l'époque, qui était un Papineau du temps, mais il criait dans le désert depuis nombre d'années. C'est Québec libre, puis l'affranchissement, etc. C'était limité à notre presse à nous, puis ça allait pas plus loin. L'autre va nous propulser autour de la boule de terre. Donc, vous êtes à ce moment-là journaliste, vous faites des reportages à la radio, donc tranquille, vous parlez comme un journaliste, prenez pas position. Non, je suis un reporter, où, quand, comment, qui, pourquoi. Je suis engagé en dehors du poste. Je prenais des risques. Parce que c'est sûr que j'étais un nationaliste très engagé. Des risques comme quoi, là? Ben, je pouvais animer une assemblée, la Saint-Jean-Baptiste, sur l'unilinguisme français. Le lendemain, je présentais Bourgault dans une assemblée. J'ai été 13 ans de temps à présenter Pierre Bourgault. Par exemple, le 22 novembre, à chaque année, en commémoration de la bataille des Patriotes à Saint-Denis-sur-Richelieu. C'est sûr que je m'étiquetais, mais... Qu'est-ce que vos patrons disaient de ça? Parce qu'en principe, un journaliste doit être impartial. Oui. Ça agaçait, mais on disait que c'était des activités à l'extérieur, bon. Et je me suis présenté, même en 73, avec René Lévesque qui a de l'attrait sur moi. Je me présente d'Anjou, je me fais battre. J'étais comme tanné de la radio. Péquiste? Hein? Oui, d'Anjou, je suis battu par 635 voix. C'est pas beaucoup, hein? 43 000 électeurs. Mais je m'étais servi d'une clause dans la convention collective qui nous permettait de nous engager. Mais au retour, là, j'étais en pénitence, j'étais confiné à écrire des textes, lire quelques bulletins, j'avais pas beaucoup de micro. Et au même moment, Jack Teitelman, les Teitelman, la famille Teitelman a été probablement mes meilleurs patrons, avec Rénal Brière, des connaisseurs Brière. J'ai été touché par... Teitelman, c'est KVL, ça. Exactement, c'était le gros poste, hein? Et là, il m'avait engagé, puis j'ai fait carrière
J'ai commencé le journal du midi là. Il portait le titre pour transférer à CJMS. CJMS s'est cassé à. Mais vous n'étiez pas une grande gueule à CKVL. Là. Vous étiez une grande gueule en dehors des heures de travail. Vous alliez sur une scène pour dire votez Parti québécois. Mais à la radio, vous avez. Quand est-ce que cette grande gueule-là s'est ouverte? Là? En 84. Quand Paul-Émile Beaune vient d'hériter de CJMS, et là, il veut viser dans sa programmation pour concurrencer CKC. Pierre Pasco est le roi et maître le midi. C'était pas facile à déloger. Il y avait 240 000 auditeurs. C'est vrai, le midi. Aujourd'hui, l'auditoire est tellement fragmenté. Alors, il fallait que je varge dedans, que je frappe. Attention! Oui. Est-ce que le roi des défenseurs de la langue française peut me dire, est-ce que varger est un mot C'est un néologisme. Oh! Je trouve que c'est un beau Varger qui vient de Varjoum. Oui. Eh bien, on voit que tu as fait ton classique, je te félicite. Mais non, mais je te prends les culottes à terre, le défenseur de la qualité du français. Oui, mais il y a des beaux mots dans les québécistes. Garocher sous ce beau. Okay. Je suis tanné sous ce beau. Il y a quand même des mots. Mais en tout cas, alors, tout ça, je tardais, disons, dans le ventre de Pasco. Mais c'est des événements qui nous forment. Frenchy Jarreau a été formé par un événement au pont Jacques-Cartier. C'est un funambule, puis il va chercher un désespéré. C'est ça qui va l'aider à devenir populaire. Puis bon, dans mon cas, ça a été la crise amérindienne. Il y avait 130 000 personnes qui sont privées d'un pont. Il y en avait 40 familles à Oka, pas de maison. Là, j'ai refait l'histoire du Canada parce qu'il y avait des rêveurs. J'entendais. C'est là l'importance d'avoir du recul historique. J'entendais on leur doit des mocassins, on leur doit le sirop d'érable, nous leur devons la traîne sauvage. Oui, mais ils nous doivent notre pont, puis on paye nos taxes. Puis c'était des bandits, c'était des warriors, c'était pas d'attaquer la nation iroquoienne ou les alliés du temps. Alors là, en renversant la vapeur, j'ai grimpé mon auditoire. Il y a des gens que vous accusez d'être racistes. Ah, ben oui, c'est facile, on est toujours... dès que tu tiens parce debout, que vous avez mangé de l'Amérindien quand même. Là. Oui, oui. Parce que moi, je vous entendre au Saguenay, là, on vous entendait via le réseau, là, et des fois... Il fallait être téméraire. J'ai même reçu des balles de carabine dans le collier. Ouais, avez-vous eu des menaces physiques? Une fois, j'avais attaqué un gars. Il m'envoyait des lettres de bêtises. Puis là, je penses-tu que je sais pas ce que c'est que toi, le blanc. Au lieu de m'envoyer des lettres de Montréal avec le tampon, tu vas porter ça à Trois-Rivières, comme je savais pas que c'est toi. Alors, au même moment, à tous les jours, je répliquais comme ça en ondes. T'es un gaillard incroyable. Alors, mon Paul Arcan, il voit que j'achève mon émission. Moi, je prenais les lettres, je flanquais ça au palier, c'était fini. L'émission finit à 2 heures. Paul m'a donné le courant, il dit, Paul, il dit, le gros, le blanc, il dit, il t'attend, il est en train de gueuler dans le bureau de Rénal Bruyère. Il dit, ah oui, viens avec moi. Je retourne dans le poste pendant qu'André Boucher animait l'émission après moi. Je reprends la lettre dans le panier, je viens avec moi. Là, la porte a fermé, mais je l'entendais gueuler à travers la porte. Je rentre dans le bureau, je dis, qu'est le blanc? Je lui essuie la lettre dans le visage. Penses-tu que je sais pas que je peux m'envoyer la lettre? Là, il se lève, puis il est à grand, 6 pieds 2. Il me pogne, puis là, j'avais l'air d'une mouche, j'étais tellement petit. Puis il me pousse comme un tracteur, puis il me rentre dans le mur, défonce le mur, les câbles tombent par terre, Brière était là complètement renversé, paralysé. Il a fallu, là, je criais, faites-lui le gorille, faites-lui le gorille. On avait un gorille, c'était François Ouimet, c'était notre garde du corps. Alors, ils ont voulu qu'ils se mettent 2 dessus pour le sortir. Alors, je te donne un exemple. La sagesse incarnée est avec nous, un monument qui va continuer de nous parler dans 3 minutes. Oui, encore prêt? Ah, oui. Alors, on se remémore. J'ai l'impression de faire une entrevue avec le capitaine Bonhomme. Le capitaine Bonhomme. Capitaine Haddock, oui, c'est vrai. Mon fils était dessinateur, il m'avait dessiné en capitaine Haddock. Alors, le capitaine Haddock des ondes québécoises dans 3 minutes. Avec moi, Gilles Proulx, qui fête ses 50 ans de carrière aujourd'hui même. Il y a 50 ans, pour la première fois, il parlait derrière un micro et on disait qu'en 84, là, vous devenez une grande gueule et vous vous impliquez là-dedans. Il y a eu des péripéties. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué, là, outre la claque à la gueule d'un auditeur? La crise amérindienne, il y a eu des événements, je pense, comme les pompiers en 97. J'avais gagné un prix, d'ailleurs. Je vais être le premier à amener la radio dans une taverne.
On va chez Magnan, ça popularise, puis on répète, les patrons, M. Magnan, il avait peur des batailles, surtout quand les pompiers faisaient des leurs à percer des boyaux, mettre des collants, puis tout ça. Dans le temps des moyens de pression. Là. Exactement. Fait que moi, je vois sur le fait que, bon, là, vos patrons, c'est le peuple, puis qui vous donne avec des impôts aussi élevés que vous autres, qui vous donnent des avantages, mais ils ne gagnent pas vos avantages, en tout cas. Et là, le président du syndicat, à un moment donné, je m'étais pris avec lui en ondes. Il dit, je vais te prendre un débat n'importe quel temps. Je dis, n'importe quel temps, venez en studio. Il dit, non. Et je vais y aller chez Magnan. C'est parfait. Alors, il amène 550 pompiers. Puis il y en avait des gaillards là-dedans. Je ne sais pas si on voulait me faire un mauvais parti. J'avais absolument pas peur. J'avais reçu Daniel Johnson durant la campagne référendaire, un appel à la bombe chez Magnan. Il me dit, Gilles, il dit, sors-tu? Je dis, vous malade, sors-tu? Un gars qui veut déposer une bombe, il appelle pas. Il avait peur, mais moi, j'avais pas peur, lui, des pompiers. Seulement, j'avais pris mes précautions. Quand j'ai entendu, il y avait des téléphones, c'était peut-être anonyme, tu vas manger une volée de main, etc. J'appelle Régis Lévesque. Je dis, Régis, oh, la manager de boxe. Oui, j'ai dit, un gars que j'adore, il faut vraiment le connaître, ce gars-là. J'ai dit, demain, je reçois, puis il y en a qui me menacent. Et il dit, il m'a rappelé d'une demi-heure. Il me rappelle d'une demi-heure. Red, écoute-moi bien, il va y avoir 12 gars au nez écrasé. Si t'as peur, tu ferais mieux d'être fait foutre. Alors là, j'en ai vu, il y en avait bien Clérou. Il y avait les trois Hilton, il y avait un autre jeune boxeur, des gars des écoles de boxe, les nez écrasés. À un moment donné, il y en a un de ces syndicalistes qui vient au micro. Ça a été difficile. Là, on est en onde. C'est une émission en onde. Okay. Puis TVA est là, il me filme. Okay. J'ai ça dans mes souvenirs. Et il me traite de tous les mots. Là, t'es un anti-syndicaliste, t'es un fasciste, t'es un ci, t'es un ça, t'es un anti-ouvrier. Puis là, je l'écoutais, puis il s'approchait vers là. Puis il était gaillard, le gars. Puis il était un malade mental. Là, il met le pied sur le stade comme pour monter. Moi, je regarde vers le jus, je fais le même. Il y a un gars qui était levé, un jeune boxeur, je connais pas. Il avait 5 pieds 6 à peu près. Il te l'a pogné par les ouïes. Lui, il avait 5 pieds 10, il devait peser 180 livres. Il le pogne par les ouïes, devant tout le monde. Il l'a sorti, coup de pied en derrière, comme le frère directeur nous faisait à l'école. Puis les gars, ils n'ont pas bougé du tout. À la fin du débat, là, le patron, M. Magnan, il dit, Gilles, veux-tu sortir par la porte en arrière? Je dis, il n'en est pas question. Je suis rentré dans la foule, puis là, c'était toutes des tables. Ah, t'as du gars, t'as du gars, t'as du gars. Ah, même les autres pompiers. Comment j'avais viré la vapeur? Les gens se disaient, finalement, il est barbeux. Mais avez-vous eu peur au moment donné? Pas en tout. Je me fais arrêter, Denis, régulièrement par la police, surtout les gens d'un certain âge, pas les jeunes, ils ne me connaissent pas. Une fois, je me fais arrêter sur du Sherbrooke, dans l'hôpital Notre-Dame. Je passe Saint-Jean, pop, pop, m'arrête. Je baisse la fenêtre. Oh, ben, ta mère, Albert, viens ici, tu es le brou. Mais j'ai dit, je vous malmenais, je traitais la police, boum, boum. Oh, on aimait ça, parce que tu riais aussi de nos boss. Ben oui, parce que c'était quoi, là, vous dites la police? Boum, 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 boum. Boum, 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 boum. Oh, c'est des questions de police. Police, boum, 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 boum. Ben donc, les policiers aimaient ça, faire rire d'eux. Parce que la force, c'était de mettre de la dérision tout en étant informateur, parce que j'ai quand même une bonne base d'information, mais j'y mettais de la dérision, c'est la seule arme qui nous reste pour nous défendre, c'est de rire d'une décision politique qui nous fait mal ou qui nous importune. Alors j'ai utilisé la dérision et ça plaisait. Même chez ceux que je malmenais, parfois, là, il joue son rôle. Mais qui auriez-vous le goût de malmener? Là? Supposons que vous avez encore le journal du midi. Actuellement, là, vous voyez ça. Là, qui mériterait une petite taloche de dérision comme ça? J'aimerais ça, le petit candidat là, dans Châteauguay, Pierre... Moreau? Pierre Moreau, lui, j'aimerais ça, il en flanquait un bon job. Candidat à la chefferie du Parti libéral. Député de Châteauguay, il se fait son petit pharo, puis je vais vous ramener ça au Parti libéral de l'époque de Jean Lesage. Jean Lesage avait des idées, puis il y avait une idée du Québec, puis il y avait un parti nationaliste, ce qu'ils ne sont pas, et un gars qui n'a jamais dit un maudit mot sur les 100 millions qu'on perd en fiscalité avec la tricherie, l'autre bord de la rue, dans son comté de Châteauguay. Tu me vois venir, hein? Alors, ça se fait pour des pharaons comme Jean-Marc Fournier dans le temps. Ça s'est toujours fermé la gueule, ce dossier-là. Lui, j'aimerais ça l'apostropher. Puis des gars, il faut ramener ça au Parti libéral comme dans le temps. Comment est-ce que tu vas faire quand on va lever la main à savoir, on est une nation, faut-tu donner des attributions à une nation? Comment est-ce que tu vas te battre contre Ottawa? Tu n'as jamais discuté de Constitution? Alors, il disait à la conférence l'autre jour aux Constitutions pour être parlé de ça. Alors, comment veux-tu faire un grand parti avec le Parti libéral? Parti libéral, puis un parti d'hommes d'affaires, c'est tout ce que c'est. OK, bon. Une taloche au Parti libéral. Le PQ. Taloche à qui? PQ. Ah, Marois, on n'a pas vu beaucoup depuis que... Non, Mme Marois, on en a promis en maudit, elle était tellement assoiffée de prendre le pouvoir qu'elle faisait des cadeaux à tout le monde. Et là, elle a subi les conséquences.
je vous coupe ça, puis le régime de pilules, ça fait des dizaines de millions en moins, puis vous autres, les étudiants, vous ne payez plus, puis ils vont enlever ça, j'enlève ci, puis résultat, la caisse s'alourdit, et puis on commence à être dans le creux, là. Malgré que les libéraux ont laissé aussi une dette bien plus élevée que les 800 millions que prétendait M. Bachand. À part de ça, c'est pas mal tout. Mais est-ce que c'est parce que vous n'osez pas frapper une femme? Parce que je vous ai déjà entendu plus violent. Oui. Les féministes gauchisantes, les syndicalo-gauchisantes féministes, fémino-syndicalos. Mais est-ce que vous haïssez parce que vous les ramassiez oui. Madame David, une ceux-là qui ne me parlait pas, puis ça ne me dérange pas qu'elle ne me parle pas. Alors, comment vous l'avez trouvée au débat? Là, on avait dit qu'elle avait tiré son épingle du jeu. Elle était sympathique parce qu'elle n'avait rien à protéger. C'était facile. Une fois qu'elle a été élue, le grand discours a pu finir, puis la syndicalisation mur à mur, la nationalisation des dépanneurs quand elle y est, c'est farfelu. Mais ça poigne avec une certaine population, un 3, 4, 5 %. C'est eux qui ont nuit peut-être au PQ de ne pas avoir plus de pourcentage, comme M. Hossan, qui est un gars brillant aussi. Mais si tu additionnes leur vote à eux autres, qui a enlevé au PQ, la souveraineté aurait été probablement le PQ aurait été mais c'est probablement pour ça qu'ils présentent des projets de loi. Ils ont l'intention de présenter des projets de loi très, très à gauche. Ils veulent accélérer. Voilà. Il veut diminuer l'influence du docteur, mais je pense pas que ça plaise à la grande population. On nous dit qu'on est à gauche parce qu'on descend dans la rue pour un contre l'armée, pour un contre Harper, etc. 250 000 personnes protestaient contre Harper, et puis l'entreposage des armes. Puis ça me fait rire. On ne sait pas si on est à gauche. On est gauche. Point à la ligne. Harper, il nous a quand même reconnus comme nation. C'est à nous, du petit gouvernement du Québec, qu'il soit libéral ou bleu péquiste, de revendiquer et mettre des ingrédients dans le vase de la nation qu'on a reconnu. Pas de nous séparer. Au moins, nous chercher une souveraineté culturelle qui était chère à Robert Bourassa. Ce que Charest n'a jamais fait. En terminant avant la pause, les chaudrons, vous avez trouvé ça comment, là? Moi, je vous imagine à la radio pendant les années de chaudron. Oui. J'ai l'impression que ça aurait... On a entendu des cling-clang à la radio. C'est épouvantable. L'infantilisme, moi, je t'aurais converti ça en grand CPE. Le Québec est devenu un CPE, d'ailleurs. Il faut prendre soin des sous-sons. Une garderie. Hein? Une garderie, le Québec. Une grande garderie, exactement. Et puis, on va les faire entrer à l'âge de 4 ans, là. Aux frais de qui? Aux frais de qui? Puis on va maintenir ça à 7 $. Aux frais de qui? Ça coûte combien en termes de milliards? Il faut faire une pause, mais je vois que mon monument est encore en forme. On n'est pas rouillé. Hein? On n'est pas rouillé. Mais au retour, dans cette carrière-là, je me demande si vous avez déjà eu peur. Vous ne pouvez pas me dire que vous n'avez jamais eu peur. Moi, je ne crois pas ça. On va y poser la question. Oui, d'accord. Tout de suite. Avec moi, Gilles Proulx, qui célèbre aujourd'hui ses 50 ans de carrière. Et avant la pause, je vous disais que j'allais lui demander s'il a eu peur. Parce que là, il y a ces épisodes où vous jouez le fanfaron un peu, mais vous devez avoir eu peur un peu de temps en temps. Pas fort, mais je cours fort. Mais quand même. Oui, c'est arrivé, parce que des fois, à faire des émissions avec autant d'opiniâtres, tu sais, que ça peut soulever des griefs. Et une fois, j'étais dans un lieu public à la Chine, et je vois un gaillard qui sort de la pissoire. Je m'en allais là, de quoi, puis il me cogne. Toi, je suis taillé en maudit pour je claque à la gueule, puis il me pogne par le collet. Puis là, moi, j'essaie d'y enlever. Il dit, mais il savait pas que j'étais avec Alex Hilton qui avait cherché sa le boxeur. Il était dans son auto, puis il voit ça à travers la vitre. Puis là, j'essayais d'y enlever. J'ai dit, tu sais pas quelle erreur, mais je regardais en arrière, je dis, il me voit-tu au moins? Quelle erreur que tu viens de faire, toi, là. Comme de fait, il est arrivé comme un fauve, le vent dans le manteau. Puis, paf! Un coup de poing ici, les 2 palettes par terre, les 4 fers en l'air. Oh, le gars a perdu ses palettes. C'était réglé. Incroyable. Alors, c'est ça, votre amitié avec les Hilton, ça vient de là, c'était pour se protéger, dans le fond. Non, l'amitié remonte avant ça. C'était durant la crise amérindienne, justement. C'est comme ça que le père Hilton m'avait appelé. Il trouvait que ses enfants se faisaient beurrer souvent par la presse. C'est vrai qu'il avait le don de se mettre les 2 pieds d'un plomb. Oui, à le moins qu'on puisse dire. Une fois... On peut pas dire que c'est la faute de la presse. Non, mais Paul Arcand compte un matin, il dit, regarde, j'ai
connais pas. Il dit, t'es chum Hilton. Je les admirais parce que j'aime la boxe, j'aime ces gars-là. Et il dit, t'es chum Hilton, sont encore dans le trou. Il dit, ils se sont fait prendre, ils ont volé à quoi assassiner dans la réserve ontarienne québécoise, américaine. Là. Et j'ai dit, ah oui? Là, le juge va être condamné. J'ai dit, écoute-moi bien. Là, les commerciaux partent, là, je rentre en nom, je dis « Bravo, les Hilton, vous avez bien fait! Vous êtes entrés dans le maudite République autarcique que personne n'a vu toucher, puis tous les juges, puis la police a peur. Vous autres, vous avez réussi. » Et quand j'ai su l'histoire après, c'est vrai qu'il était allé chercher quelque chose comme 1500$, c'est que la tante des trois était allée jouer au bingo, elle avait gagné 1500$, puis en sortant, elle a mangé une tape en pleine figure, volé la sacoche. Par broyette, elle comptait ça à ses neveux. On va aller te la chercher, nous autres, ton 1500, ma tante. Mais malheureusement, quand ils se sont sauvés, ils ont oublié de mettre 30 sous dans le panier à la barrière du pont de Bois-Noir. C'est ça qu'ils ont fait prendre. Non, les Hilton, c'est pas des bums, c'est des Robins des Bois. C'est des bons bums. C'est ça, ils allaient voler les riches pour oui, Alex, je l'appelle toujours mon bum préféré. Mais quand tu les connais dans l'intimité, c'est sûr qu'il y a des gars, puis ils ont eu des gros problèmes, des hauts et des bas, peut-être irrécupérables, peut-être plus maintenant parce que la sagesse s'installe avec l'âge. Les voyez-vous encore? Ou... Je communique beaucoup avec Alex. J'ai toujours aimé Alex. Pourquoi Alex? J'aimais sa gueule. Et au lendemain de sa défaite par justesse, avec un autre gars que j'aimais beaucoup, Stéphane Ouellette, le gars du Lac-Saint-Jean, que tu connais sans doute. Ben oui. Et j'aimais tous les deux. Des bons bums, les bums que j'aime. Ah ouais, moi, j'ai un fond de bum à Verdun. Bon. Non, c'est sûr, mais quand même, Dave Hilton a dépassé des frontières. Ah, peut-être. Quand c'est ses enfants. Je ne pas là-dessus, là, évidemment. Il faudra refaire le procès, peut-être. Mais j'aimais Alex. Je l'avais choisi comme ça, dans mon cœur. Puis je demandais à Pierre Trudeau, une nouvelle du sport. As-tu une nouvelle d'Alex? Non, c'est Alex qui a lâché. On était 2-3 mois plus tard, début de tes nouvelles, il parlait de ça d'affaires. As-tu des nouvelles d'Alex? Ben, Alex, il faut qu'il revienne. À un moment donné, Alex, il entend parler de ça, il va au dépanneur, puis Monsieur Patate Frite, puis le nettoyeur. Et Monsieur Proulx, je vous appelle, beaucoup de gens me disent que vous m'aimez beaucoup. Et c'est comme ça. Je vais te conter une anecdote que je n'ai jamais dit à Alex. J'ai dit, Alex, si tu veux, j'ai dit, moi, je vais te prendre en charge, m'a négocié tes contrats. Le père Boudet, Alex, à l'époque. J'appelle M. Martel, un promoteur de boxe, un ancien boxeur, qui faisait de la boxe, il promotait de la boxe, comme dirait Régis. C'est un néologiste, comme ça? Oui, il faut qu'Alex revienne. J'ai une bonne idée, c'est un gros nom, tout ça. Alors là, j'ai dit, Alex, m'a négocié tes contrats. J'ai dit, je vais aller voir avec toi, Martel, pour on va négocier. Là, mon Martel, il me dit, Gilles, je te préviens, j'ai juste 6 000 $. Tabarnouche, ça n'a pas de bon sens, il va sauter au plafond, il venait de gagner 65 000 contre Ouellette. J'ai dit, il tombe de haut, je ne passerai pas pour un très bon négociateur. Non. Je m'en fais un affaire avec toi. J'ai dit, écoute-moi bien, j'ai dit, monte-moi ça à 8 000, puis je vais t'engueuler comme du poisson pourri. Fait que là, j'ai dit, mon Martel, il joue le jeu avec lui, t'es un gars sympathique. Il dit, Gilles, il dit, écoute, il dit, j'ai juste 6 000. T'es pas sérieux, tu n'as pas de maudit bon temps, t'es en train de de lui, t'as demandé sur les chars. Il dit, écoute, je peux peut-être monter jusqu'à 8. Là, mon Alex, Gilles, me donne des. Gilles, t'es meilleur que mon père négociateur. T'as arrangé avec le gars des vues, puis il l'a jamais su, là. Là, tu regardes, oui, là, il l'a sait peut-être. Mais ce qu'il sait, c'est que les négociations ont amené par la suite, avec Yvon Michel, c'est un négociateur généreux. J'ai réussi à y ramasser quand même une caisse de 100 000 $. Pour un boxeur qui quitte à 42 ans, il n'y en a pas beaucoup à Montréal qui avaient ramassé ça. N'empêche que vous disiez, je me faisais regarder de haut par une certaine élite intellectuelle, avec des fréquentations comme ça, puis des propos comme ça, c'est un peu normal que les gens vous montrent du doigt, là, non? Oui, mais c'est le rôle des journalistes de pouvoir. On dépasse partout, nous autres. C'est sûr que demain, je peux être dans un grand souper au Quai d'Orsay et je vais être capable de me comporter comme du monde. Ou jaser avec, où Jean Charest me remet la médaille de la francophonie. Puis le surlendemain, je vais être dans un mouvement nationaliste. Je te faufile et là-dedans... Donc, il y a plusieurs Gilles Proulx. Oui, parce que dans la vie, on aime le sport, oui. Une secours, ça a été Denis Savard avec le Canadien. Bon, j'ai des choix, des émotions et des admirations. Moi, c'était le sportif que j'aimais beaucoup dans le cas d'Alex. Mais n'empêche qu'il y a plusieurs Gilles Proulx, et moi, je me suis souvent fait dire, même par des gens ici à LCN, quand Gilles venait, mais Gilles, on pensait que c'était une espèce de pitbull, puis il rentre tranquille, penaud, un peu timide, dit pas un mot. C'est difficile d'être à la hauteur du personnage du rappeur comme ça, non?
Un rôle parce que j'animais une émission où il faut demander des comptes. Hein. Il fallait me mettre dans les câbles l'individu qui importunait la population. Donc, fort du mécontentement, je jouais le mécontent. Mais vous auriez pu faire le choix d'être un intellectuel. Vous auriez pu animer Second Regard. Oui, n'importe quel temps. Propos et confidences avec des grands philosophes. N'importe quel temps, mais Radio-Canada m'a boudé, me regardait de haut. Je ne sais pas pour vous salir les doigts. Mais il devait penser que vous n'étiez pas capable de faire ça. N'importe quel temps, moi, je peux te présenter l'orchestre symphonique puis te faire l'historique de Beethoven, qui était admiré par notre ami feu Pierre Pellado, qui s'allie d'amitié avec moi à cause de ça. Je parlais de Napoléon, Beethoven. À Radio-Canada, j'ai fait une série sur l'histoire, pour connaître des personnages. Un jour, j'ai vanté... Moi, j'ai pas peur d'aller à contre-courant, mais en m'appuyant, j'ai vanté Duplessis, son œuvre. En pas plus de temps que j'ai sauté. La gauche, les tricoteux de panier, les chapelles de la gauche du Québec, s'est empressé de Proulx le fasciste, le gars de droite. C'est ça notre mentalité au Québec, de gauchisants irrespectueux pour l'opinion de l'autre. Alors, voyez donc ce qu'il a fait, puis arrêtez de parler du régime de la noirceur, ça me dégoûte, le régime de noirceur, parce que le régime de noirceur a donné les collèges classiques et instruit les gens d'aujourd'hui qui dénoncent le régime de la noirceur, c'est drôle, ils ont été instruits dans les collèges classiques du régime de la noirceur. Alors, faites-moi rire. Je peux pas ne pas vous demander comment ça va à part ça. Je veux dire, physiquement, là, vous étiez venu me voir à un moment donné après 4 pontages. Oui. Manifestement, ça va mieux que ça allait, là, parce qu'à un moment donné, vous aviez perdu du poids, puis j'étais pas capable de parler comme ça, là. Non, je m'épuisais vite, évidemment, c'était normal, là, dans ce temps-là. Et toi-même, tu avais passé par là, je me rappelle, une fois j'avais eu un malaise et tu m'avais donné un conseil, hein? Ben oui, c'est vrai, un malaise en ondes, puis j'avais dit, oups, il faut aller voir le médecin, parce que j'avais pris le pouls de Gilles en ondes, puis il n'était pas mal moins enthousiaste que ce soir-là, donc ça va mieux? Très bien, je suis très occupé. Je fais des collaborations un peu à télé. Je fais de la radio encore en province, à 5 postes de radio. Je suis à Rivière-du-Loup, je suis à Rimouski, à Montmagny, à Beauce, la Pocatière, etc., Québec. Et je fais des conférences. Je donne une conférence par semaine, 50 par année. J'ai fait 3 cette semaine. J'étais à Trois-Rivières, à Mentière encore. Je fais... Et ce que j'ai aimé le mieux, ce que j'aime le mieux, et j'aimerais terminer là-dedans, c'est à Vox, avec des dossiers historiques. C'est ma passion. Ils l'ont pas mis dehors, il me semble. Ils m'ont tassé, effectivement. Je ne sais pas par quel goût. On préfère les guitaristes avec des jeans percés, des barbes débléchées. Moi, j'ai composé une toune. Ils vont dire, nous, on est à l'origine de la carrière, de la propulsion de ce jeune. Mais qu'il faudra qu'ils pensent aussi aux vieux. Oui, qui ont des choses à dire. Vous n'êtes pas vieux quand même? Ben non. Je peux essouffler des 50 ans n'importe quel temps. J'ai 72. Alors, pour souligner les 50 ans de carrière, TVA, n'arrêtant devant aucune dépense, a décidé de remettre un cadeau à Gilles Proulx. Il s'agit du livre de mon prochain invité, Alain Sanson. Ça s'intitule « Mangez mieux, bandez mieux ». On va donner ça à ma femme. Pour souligner ce vénérable anniversaire, dévorez-le. Je suis persuadé que Bianca va en apprécier les conséquences. Mais moi, je pensais que la pomme, c'est parce qu'on tombe d'un pomme. Et puis, il y a le dicton du docteur, mange une pomme par jour et tiens-toi loin du médecin. C'est ça. Ouais, ça vient peut-être, je demanderai à Alain Sanson après la pause. Merci beaucoup, Gilles. Merci, mon vieux Denis.